bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à l'échec de la tentative de coup d'État en Corée du Sud, à sa signification politique et aux enjeux qu'il révèle. Mardi 3 décembre, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol annonce dans une allocution télévisée sa décision d'instaurer la loi martiale pour les raisons suivantes. Je cite : « Je déclare la loi martiale pour protéger la République de Corée libre de la menace des forces communistes nord-coréennes, pour éradiquer les abjectes forces anti-étatiques pro-nord-coréennes qui mettent à sac la liberté et le bonheur de notre peuple, et pour protéger l'ordre constitutionnel libre. » Fin de citation. En application de la loi martiale, les activités du Parlement et des partis politiques, de même que les rassemblements et manifestations, sont interdites, les médias et les éditeurs passent sous le contrôle de l'armée, des militaires encerclent le bâtiment du Parlement et des hélicoptères de l'armée se positionnent sur son toit. Alors qu'il invoque une menace nord-coréenne, le président sud-coréen ne donne aucune précision sur cette pseudo-menace et justifie entièrement son coup d'État par ses difficultés à faire accepter son budget par le Parlement. Je cite : « Tous les budgets essentiels aux fonctions premières de la nation, qui sont la lutte contre les crimes liés à la drogue et le maintien de la sécurité publique, transforment le pays en un paradis de la drogue et en un lieu de chaos pour la sécurité publique. Notre Assemblée nationale est devenue un refuge de criminels, un repère de dictature législative qui cherche à paralyser les systèmes administratifs et judiciaires et à renverser notre ordre démocratique libéral. » Fin de citation. La réaction populaire fut immédiate. Une foule immense se rassemble devant le Parlement et impose aux soldats l'entrée des députés dans l'enceinte du Parlement. Les 190 députés qui ont réussi à pénétrer dans le Parlement votent immédiatement et unanimement la levée de cette loi martiale et annoncent le dépôt d'une motion de destitution du président. Le samedi 7 décembre et les jours suivants, des centaines de milliers de manifestants, selon la police, et 1 million selon les organisateurs, se rassemblent devant le Parlement pour appuyer cette destitution. Le 14 décembre, une majorité dépassant les 2/3 des élus vote la destitution, c'est-à-dire, selon la loi coréenne, la suspension des pouvoirs du président jusqu'à la validation définitive de la destitution par les 9 juges de la Cour suprême, qui doit survenir dans un délai maximum de 6 mois. La victoire populaire est totale. Commentant cette victoire populaire, le PDP, Parti pour la démocratie et le peuple, dont plusieurs dirigeants avaient fait l'objet de mandats d'arrêt et dont les locaux de la capitale avaient été perquisitionnés en août dernier, explique, je cite, « C'est une grande victoire qui n'aurait pas été possible sans la mobilisation d'1 million de personnes dans la rue. Cette victoire intervient dans un contexte marqué par de multiples provocations des autorités sud-coréennes à l'encontre du Nord afin de créer les conditions d'un conflit justifiant la loi martiale. Dans les prochains jours, nous y verrons plus clair sur les crimes commis lors de l'instauration de la loi martiale le 3 décembre dernier, ainsi que sur la corruption du pouvoir sud-coréen actuel. Tous ces éléments ne peuvent qu'obliger le Conseil constitutionnel de la Corée du Sud à valider la destitution votée par les députés sud-coréens. » Fin de citation. Rappelons que la Corée du Sud est le principal allié militaire des États-Unis dans la région, ce qui se traduit notamment par la présence sur le sol coréen de 7 bases militaires regroupant 28 500 soldats états-uniens, des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi que du corps des Marines. Rappelons également que Séoul a multiplié par 10 ses exportations d'armes en 2 décennies. Alors qu'il se situait au 31e rang des exportateurs d'armes en 2000, selon l'Institut de recherche de la paix de Stockholm, il occupe le 7e rang mondial en 2020. L'objectif d'atteindre le 4e rang mondial est officiellement poursuivi. Rappelons enfin que la Corée du Sud entretient une armée de près de 600 000 hommes pour une population de 51 millions d'habitants. Surtout, la Corée du Sud est partie prenante ces dernières années du projet de mise en place d'un OTAN est-asiatique ou indo-pacifique avec les États-Unis et le Japon. Le Premier ministre japonais expliquait comme suit ce projet le 28 septembre dernier. Je cite : « Il est urgent de créer un mécanisme de sécurité collective en Asie. La protection militaire des États-Unis doit être complétée par une version asiatique de l'OTAN qui doit assurer la dissuasion face à l'alliance nucléaire de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord. » Fin de citation. Une telle alliance militaire ne peut être que soumise aux États-Unis et à leur stratégie d'encerclement de la Chine, dite stratégie du pivot asiatique. Sans surprise, la Chine réagit vivement. Je cite : « Nous nous opposons fermement au mouvement vers l'est de l'OTAN
Et la Russie prévient par la bouche du ministère des Affaires étrangères Sergueï Lavrov que, je cite, « toute militarisation, toute idée de création d'alliances militaires comporte toujours des risques de confrontation qui peuvent évoluer vers une phase active ». Fin de citation. Un tel OTAN asiatique s'ajouterait à une autre alliance politico-militaire déjà existante, l'AUKUS, réunissant l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. La stratégie de montée de la tension avec la Chine et la Russie, dans laquelle s'inscrit le coup d'État avorté en Corée du Sud, s'est accélérée les jours qui ont précédé l'offensive dite djihadiste qui a conduit à la fuite de Bachar al-Assad, puis à l'entrée en Syrie des troupes israéliennes. Cela ne veut certes pas dire que nous sommes forcément en présence d'un plan unique visant à empêcher une éventuelle intervention de la Chine et de la Russie en soutien à Damas et à Bachar, mais cela atteste d'une stratégie longue visant à multiplier les fronts afin de mettre sur la défensive ces deux États. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump annonce l'ouverture de négociations en Ukraine, alors même que les troupes russes sont de nouveau à l'offensive sur le front Est, avec des succès notables. L'agressivité états-unienne de la Corée du Sud à la Syrie, en passant par l'Amérique dite latine, pourrait ainsi s'inscrire comme préparation pour ouvrir les prochaines négociations sur l'Ukraine en situation de force. De nouveau, les peuples sont pris en otage des enjeux géostratégiques mondiaux et de la stratégie états-unienne visant à maintenir, même au risque de la guerre généralisée, son hégémonie sur la planète. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.